En l'année 1800, au cours de sa campagne d'Égypte, le général Bonaparte se découvre un nouvel ennemi, le cannabis. En fumant cette herbe, les hommes sont pris d'une étonnante ivresse. En Égypte, Napoléon a proscrit la vente et l'usage, c'est la première réglementation occidentale sur le cannabis. L'ordonnance promet 3 mois de prison aux producteurs et aux propriétaires de fumoirs. Ironie de l'histoire, les troupes de Bonaparte vont rapporter en France du cannabis et le rendre populaire. Edmond de Letrange est historien et collectionneur. Pas un article, pas une affiche concernant les psychotropes ne passe au travers de ses mailles. Sa bibliothèque recèle toutes les études sur le cannabis publiées au retour d'Égypte. Elles sont nombreuses, il faut dire qu'à l'époque, le sujet passionne les salons parisiens et les laboratoires. Le cannabis semble prometteur pour soigner les pathologies mentales. Et parmi les chercheurs subjugués par ses vertus, 2 médecins. Les docteurs Robert Roche et Moreau de Tours, donc enthousiasmés par les vertus de cette plante qu'ils ont testées sur eux, décident d'en faire connaître les délices à leurs amis. Mon cher Théophile, il se prend du hashish chez moi lundi prochain 3 octobre. Veux-tu en être? Dans ce cas, arrive entre 6 et 7 euros plus tard, il se dépensera entre 3 et 5 francs par tête. Le club des Hachichins prend ses quartiers dans le superbe appartement du peintre Fernand Boissard, sur l'île Saint-Louis, où les plus grands artistes de l'époque se retrouvent sous ses lambris dorés. Baudelaire, Gautier, Nerval, Balzac, Delacroix sont passés à des soirées, des curieuses soirées qu'il appelait des fantasias, où l'on consommait du hashish, plus exactement sous le nom de dawamesque, donc qui était l'extrait gras du cannabis mélangé à du beurre et différents épices et aromates. Et ils passaient la soirée à rêver, à rire, à s'amuser, à délirer sur les peintures et sur les perspectives. Dans l'hôtel de Lausanne, les invités hallucinent. Cette plante n'avait pas du tout cette image sulfureuse qu'elle peut avoir de nos jours. C'était une plante qui évoquait l'Orient et ses lascivités, les harems, Constantinople, l'Égypte. De nombreux peintres orientalistes ont parsemé leurs toiles de fumeuses alanguies, fumant le narguilé, à moitié nues. Il y a une véritable vogue du décor oriental. Et donc le cannabis était cette plante qui introduisait et facilitait ce passage vers un Orient un peu imaginaire et mythique. L'État français, lui, a les pieds bien sur terre. Dans ses possessions d'Afrique du Nord, il instaure des taxes sur le cannabis. Il en monopolise le commerce grâce aux régies du tabac et du kiff. Ces régies, principalement en Tunisie et au Maroc, ont perduré jusqu'à quelques années avant l'indépendance, dans les années 53-54. De l'autre côté de l'océan, le cannabis est appelé marijuana, une plante très appréciée au Mexique. L'une des plus célèbres chansons du folklore national, la cucaracha, en vante les mérites. Et les travailleurs mexicains vont la populariser aux États-Unis quand ils iront y vendre leur bras. Sur les chantiers, la marijuana se partage avec les Noirs. C'est l'époque bénie du jazz. Louis Armstrong le proclame, mieux vaut fumer de l'herbe que boire un whisky. Cab Calloway, lui, électrise les clubs de Harlem en chantant Reeferman, l'homme pétard. Avec le jazz, de plus en plus d'Américains blancs tombent sous le charme de cette herbe étrange. Une menace intolérable pour Harry Anslinger, le patron du tout nouveau bureau fédéral des narcotiques. Avec la fin de la prohibition de l'alcool, il mobilise ses hommes sur un nouveau danger, la marijuana. Accusée d'inciter à la violence plus que n'importe quelle drogue dans l'histoire de l'humanité. Une croisade anti-marijuana est lancée. Avec le soutien de Randolph Hearst, le magnat de la presse, le pays est inondé d'articles sur ce nouveau fléau.
la campagne médiatique s'appuie sur les thèses racistes de l'époque. L'idéal d'une Amérique blanche et vertueuse est menacé par cette herbe étrangère. Pour le Bureau des narcotiques, la moitié des crimes attribués aux communautés noires et hispaniques l'a été sous l'emprise de cette drogue. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Hollywood est sollicité. Les films ne font pas vraiment dans la nuance. En 1936, le film Reefer Madness, en français L'herbe de la folie, est sans ambiguïté. Le cannabis incite au meurtre. You wanna kill me? You're crazy. Take it easy, kid. Malgré cette véritable propagande anti-cannabis, les Américains en consomment de plus en plus, quelle que soit leur couleur de peau. Les autorités réagissent. En 1937, une loi impose une taxe exorbitante sur tous les acteurs de la filière du cannabis. En cas d'infraction, les peines de prison sont très lourdes. La culture du chanvre est frappée de plein fouet. Jusque-là, cette plante poussait un peu partout dans le pays. Ses fibres alimentaient les papeteries et l'industrie textile. Une concurrence gênante pour des technologies nouvelles comme celle des fibres synthétiques. Hasard ou coïncidence, la diabolisation du chanvre a fait l'affaire et la fortune des grands industriels comme Dupont de Nemours. Après la Seconde Guerre mondiale, les tenants de la prohibition étendent leur croisade au monde entier. À Paris, les centaines d'affiches, les milliers de livres que possède Edmond de l'Étrange revisitent l'histoire d'une alerte planétaire. Les films sont belges, mexicains, argentins. Hollywood fait des émules et les stars sont priées de donner l'exemple. Il y a eu des acteurs de cinéma et le plus célèbre d'entre eux, Robert Mitchum. Ouais. Donc il s'est fait arrêter en 1948 avec une petite starlette pour possession de marijuana. La starlette a été condamnée à faire un film de propagande anti-marijuana. Et lui, il a dû faire 2 mois de prison, mais dans une ferme, donc modèle, dans le Kentucky, où il a passé son temps à balayer la cour de la ferme. La campagne anti-cannabis s'étend des montagnes de l'Atlas aux rives du Bosphore, de New Delhi à Buenos Aires. « 1961, le monde est en pleine guerre froide. Aux États-Unis, l'ennemi, c'est le communisme. Et le Bureau fédéral des narcotiques va changer de discours. Son patron, l'inébranlable Henry Anslinger, affirme que le cannabis ne rend ni fou, ni meurtrier, mais c'est plus grave. La marijuana mène au lavage de cerveau, au pacifisme et au communisme. Sur pression américaine, la Convention unie sur les stupéfiants en 1961 prohibe le cannabis dans le monde entier. Le texte est approuvé par 183 pays, dont la France. Dans les années 60, beaucoup de jeunes décident d'ignorer les conventions et les interdictions. Ce sont les années du Flower Power. Sur le campus, dans les communautés, le cannabis est un mode de vie. Fumer de l'herbe devient un acte politique. Une révolte contre la société de consommation. En France, après mai 68, l'heure est à la reprise en main. La loi du 31 décembre 1970 renforce la lutte contre les stupéfiants. Les pouvoirs de la police et du parquet sont étendus. Les perquisitions sont autorisées jour et nuit chez les particuliers. La durée de la garde à vue est doublée. Et les peines de prison sont doublées, voire quadruplées. Avec cette loi, le fumeur de cannabis risque 1 année de prison.
La prison également pour ceux qui présentent l'herbe sous un jour favorable. En 1976, les personnalités lancent l'appel du 18 juin. Ils réclament plus de tolérance à l'égard du cannabis et dénoncent depuis, régulièrement, les méfaits de la prohibition. Cette loi, d'une certaine façon, c'est une loi de subvention aux mafias, aux dealers dans les quartiers. Donc il est absolument urgent de la remettre en cause. 40 ans plus tard, la loi est pourtant toujours en vigueur. À Paris, le petit musée du fumeur est bien obligé d'en tenir compte dans les salles qui exposent le monde du tabac et de toutes les fumées. On fait très attention à la présentation du cannabis. Donc là pour l'exemple on a des fleurs mais de chanvre industrielle puisque on est en France. Le cadre législatif étant aussi précis que strict, il n'est pas question de montrer autre chose que du chanvre industriel, textile, et qui ne contient pas de THC bien sûr. Tigranadingue est l'un des fondateurs du musée du fumeur avec Mishka. Ils ont aussi lancé une maison d'édition qui milite pour le libre accès aux plantes. Toutes les plantes. Les épreuves du dernier livre de Mishka arrivent à l'instant de l'imprimerie. C'est le récit autobiographique d'une femme qui vit, aime et se soigne avec l'herbe depuis une quarantaine d'années. Moi personnellement j'aimerais bien avec un petit peu de lumière encore. Plus de lumière sur le doigt? Sur la main, oui. Pour Mishka, la prohibition est un non-sens. Sur la planète entière, on vit dans un système de prohibition qui a été imposé par les États-Unis. Et c'est intéressant de réfléchir à cette idée de prohibition parce que c'est dans son concept même tout à fait américain. C'est-à-dire que ça repose sur une vision de la société particulière, qui est une société où il y a le bien avec un grand B et le mal. C'est pas la vision qu'on a traditionnellement dans nos pays, c'est pas celle qu'on a en France. En France, on considère pas que, on considère, disons plutôt que le vin peut être considéré comme le fleuron de notre civilisation, ou qui peut être au contraire, s'il est mal utilisé, être l'instrument qui clochardise des gens et qui les envoie dans la rue. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et c'est ça qui est important comme idée, parce que la prohibition considère qu'il n'y a pas de bon usage du cannabis, qu'il ne peut pas y en avoir. Comme de même que la prohibition du vin considérait qu'il ne pouvait pas y avoir de bon usage du vin. Et je pense que toute politique intelligente, ça va être une politique qui réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire pour encourager les bons usages et décourager les mauvais usages, ce qui est le contraire comme approche de la prohibition. 2 siècles après l'ordonnance de Bonaparte, force est de constater que la prohibition n'a pas empêché le cannabis de se répandre à travers le monde. Mais si on allait plutôt voir alors ce qu'en pensent nos amis américains. Do you know that there's a plant strong enough to replace plastic, oil, and building materials? That the same plant has been cultivated for industrial purposes for over 12,000 years. Yet it's been classified as a Schedule I controlled substance drug by the U.S. government. Nope, not marijuana, hemp. Recently, Kentucky Agriculture Commissioner James Cormer has requested a legal review of the steps necessary for hemp regulation. The federal ban is lifted on growing the crop. That's right. Kentucky could soon be reviving an industry that only a century ago was considered to be the most important cash crop and vital to the strength of the U.S. economy. So let's backtrack a little bit and talk about what hemp actually is. Throughout human existence, hemp has been used as an important source of fuel, clothing, shelter, and even food for people all over the world. In this country, industrial hemp was widely cultivated since America's first settlers arrived in the early 1600s. In fact, even our founding fathers acknowledged hemp's enormous benefits. George Washington, John Adams, and Thomas Jefferson all grew hemp on their private farms. And Jefferson was even quoted once as saying hemp is one of the greatest important substances of our nation. The Declaration of Independence itself was even drafted on paper derived from hemp. So what happened? How did one of the most versatile and adaptable species of crops in the world also become one of the most politically polarizing agricultural resources? Well, in the early 20th century, the plant became labeled a threat so dangerous that it should be wiped out.
But it wasn't dangerous to anyone or anything except the industries that it could phase out of existence. So what did the establishment do to ensure their allegiance to the very industries they serve? Well, they did what they do best. They lied and smeared hemp through a propaganda campaign that associated the plant with marijuana. And in 1937, the Marijuana Tax Act redefined hemp as a narcotic, which required farmers to obtain a special tax stamp to grow the crop. By 1970, the Controlled Substances Act made growing the crop without a DEA-issued permit strictly illegal. Because of the government crackdown on the crop, it has a negative association. And at this point, you still might be confused because of years of being brainwashed to think that hemp is exactly the same as marijuana, or that its close association with it must classify it as a drug. But this couldn't be farther from the truth. Just check out the Congressional Research Service report on hemp that states, quote, although marijuana is also a variety of cannabis, it is genetically distinct from industrial hemp, and it is further distinguished by its use and chemical makeup. So, hemp is genetically distinct from the drug, marijuana. In fact, if you smoked an entire garbage bag full of hemp, you wouldn't get high. Yet the plant remains illegal under U.S. federal law. And like I said before, not because it's a danger to people, but because it's a danger to corporations. In the early 20th century, hemp competed heavily with the cotton and paper industry. Because paper made from trees had to compete against environmentally friendly hemp products, the paper industry was at risk to suffer. So William Hearst, a New York State congressman and one of the biggest newspaper publishers in America, launched a campaign against hemp. He used his publication to smear the public's perception of the crop, which at the same time was threatening his successful paper company. In fact, this very campaign is where the term yellow journalism derived from. But this was in the 1920s. How is the propaganda still working today? Because the threat hemp poses isn't limited to paper. Reviving the industry could potentially devastate the profits of huge corporations that manufacture lumber, fossil fuels, steel, alcohol, and even food, among many other things, including this. In 1941, Henry Ford even built a car made almost entirely from hemp. The frame of the car was 12 times lighter than steel and 10 times stronger. Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wheat straw. The plastic was lighter than steel, yet could withstand 10 times the impact without denting. Not only that, but the car was powered by hemp seed oil. Do I even have to explain the threat that this technology would pose to giant oil companies? Processed hemp also creates one of the strongest fibers we know of, providing all natural materials to build homes, ships, trains, planes, and automobiles, and practically indestructible clothing. Furthermore, hemp seed oil can be made into lotions and skin creams. The practical applications for this plant are limitless, and the reason it remains illegal is simple. It's just one giant push to preserve the profits of corporations that poison our planet, destroy our forests, and bankrupt the world. But this all could change if recent efforts in Kentucky are any indication, and if moves by a few key members in the U.S. Senate succeed, hemp could soon be removed from the government's list of Schedule I controlled substances. The hemp industry could very well be revived back to being America's #1 cash crop. And that's one step closer to succeeding against a model of profit, greed, and control that sadly defines this country today. Il existe tellement d'informations sur le cannabis sur Internet, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas surprenant que les gens soient confus, et cela s'explique sans doute par le fait qu'on puisse difficilement réduire le cannabis à une seule et unique chose. No, it's called the bionic, the bomb, the puff, the black, the herb, the sensi, the chronic, the sweet Mary Jane, the shit, the bomb, the ganja, the reefer, the bud, the Buddha, the homegrown, the ill, the Maui Maui, the method, the pot, the shake, the stunt, the stress, the tide. Attendez un peu, bien que très exhaustive, cette liste fait uniquement référence au cannabis en tant que drogue. Mais cette plante a un potentiel qui va bien au-delà de son usage récréatif. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous connaissez du chanvre indien?
There are three strains of the plant. There's Cannabis sativa, there's Cannabis indica, and there's Cannabis ruderalis. Those are the three strains of the plant. They're all cannabis. I mean, let's not make any bones about it. But I mean, the constituents of each plant is different. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. For thousands of years even then, this plant had been grown for cordage and coarse cloth in China and elsewhere in the East. Le chanvre peut quasiment être cultivé n'importe où et a littéralement des milliers d'applications. Par exemple, la voiture Husket de Henry Ford en 1951 était essentiellement constituée de plastique à base de chanvre. Ce type de plastique était plus léger que l'acier certes, mais avait la particularité de pouvoir résister à un impact 10 fois supérieur et sans déformation. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la plupart des voitures Ford, dont la fameuse Ford T, étaient initialement conçues pour rouler à l'éthanol à base de chanvre, et notamment le chanvre cultivé sur la propriété de Monsieur Ford lui-même. En 2001, une voiture carburant au chanvre est exposée à la conférence NORML. A noter au passage que son empreinte carbone était neutre. The net carbon dioxide added to the atmosphere is balanced out by the life cycle of the plant. Ce qui n'est en définitive pas si impressionnant si on considère le fait que le moteur d'une voiture de course peut être alimenté par les rayons du soleil. Les fibres de chanvre sont les plus résistantes de la planète, et ce n'est donc pas surprenant qu'elles aient été utilisées au Royaume-Uni depuis plus de 15 siècles. All the ropes were made of hemp, all the sails were made of hemp. Il y a de grandes chances que vos ancêtres portaient des vêtements faits à partir de chanvre. Les vêtements à partir de chanvre protègent des UV du soleil, ils sont antibactériens et très résistants. Par exemple, les vêtements à base de chanvre sont 3 fois plus résistants, 4 fois plus chauds et jusqu'à 7 fois plus durables et ignifuges que les vêtements classiques. Ces vêtements à base de chanvre peuvent ensuite être recyclés pour faire du papier, et le papier à base de chanvre est largement supérieur à celui produit à partir du bois. Faire du papier à partir de bois en est presque risible. Les arbres sont constitués d'à peu près 30% de cellulose, ce qui est l'élément principal qui rentre dans la composition du papier. Les 70% restants doivent ensuite être enlevés à l'aide de produits chimiques. Virtuellement n'importe quelle autre plante avec une tige robuste est mieux adaptée à la production de papier que le bois. Mais surtout le chanvre, car il peut contenir jusqu'à 85% de cellulose. Sans compter que le papier à base de chanvre dure beaucoup plus longtemps et ne jaunit pas. Seulement 1 hectare de chanvre peut produire autant de papier que 4 à 10 hectares de bois sur un cycle de 20 ans. Cela s'explique par le fait que les tiges du chanvre sont matures en seulement 4 mois, alors que celle des arbres peut prendre jusqu'à 80 ans. 93% du papier mondial provient des arbres, et quand on considère le fait que la déforestation est la cause principale du changement climatique, il serait ridicule de ne pas s'intéresser à des alternatives plus efficaces telles que le chanvre. Stalks like these here on the left, they yield the most fiber and the best. De l'huile était produite à partir de ces graines et alimentait les lampes. Il semble qu'elle servait également de remède de campagne et de complément alimentaire. Manger des graines de chanvre est sans doute l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre corps. Les graines de chanvre sont une des plus grandes sources de protéines de la nature et la consommation de chanvre va même jusqu'à élargir et désencombrer les artères, ce qui a pour effet de prévenir contre les attaques cardiaques et les accidents vasculaires. C'est bien beau tout ça, mais j'avoue que l'idée qu'un aliment soit bon pour la santé n'a rien de bien nouveau. Par contre, je parie que vous ne saviez pas que quand il est bien utilisé, le chanvre est l'un des matériaux de construction les plus intelligents du monde. So what we have here is the hemp shiv, or also called the hurd, which is the internal part of the stem of the plant. And that's mixed with a lime-based binder. And so with that lime-based binder and the hemp, we've got a negative carbon footprint. Now the difference between lime and concrete is that lime you don't have to heat up as much. Concrete you have to heat up to almost 3,000 degrees, which takes a lot of energy and does very poorly on the carbon footprint. Well, hempcrete actually sequesters carbon. Let me tell you how it does that. First of all, any cellulose material, wood for example, or hemp, takes carbon in during its life cycle, and usually when it decays, it lets it back into the atmosphere. If you take that plant and then put it into a wall, for example in hempcrete, then that carbon is now sequestered in the wall and not becoming part of climate change. So the hempcrete in this building, this one building alone, will sequester 20,000 pounds of carbon. That's a pretty big accomplishment. I think this is the best wall system in the world. So I'm all about hemp. I think hemp's an important thing to push because it's food, fiber, building material. But really, I'm choosing this material because it's the best in terms of building science. And why is that true? First of all, because this is what's often called a breathable wall system. And I don't mean breathable for air. We're actually building an airtight wall, but it's breathable for water. And why is that an advantage? Well, in a typical wall, you have a cavity that you seal tightly and then you fill with insulation. Well, water will get inside that cavity because water that's its job in the world. My body's 70% water. It can dissolve any material. Anyway, so what we want to do in a building is create a wall that welcomes water but doesn't rot when it lets the water in, and that's exactly what hempcrete does.
When humidity changes in the air outside, the wall can take on that extra humidity and hold it until the humidity drops outside, and then it will let it back out. In the meantime, because the lime is wrapped around the cellulose won't rot. The lime is trying to go back to being a rock. That means this wall is going to get harder and harder and harder. Over time, it's going to petrify. So these walls will last for thousands of years, not 40 years like what we're used to building. Et donc pour résumer, le chanvre peut être cultivé presque partout. Il permet la confection de vêtements beaucoup plus durables que sur coton, du plastique très résistant, du papier bien supérieur à celui obtenu avec les arbres, et du hempcrete qui est un remarquable nouveau matériau de construction. Les graines peuvent être utilisées pour produire un biocarburant neutre en termes d'émissions carbone, ou encore simplement en guise de nourriture. Et ce ne sont que quelques applications parmi beaucoup d'autres de ce que le chanvre est capable de faire. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de cette plante? Il n'existe pas de réponse facile à cette question, mais ça ne coûte rien de s'y pencher. Premièrement, est-ce que les gens veulent vraiment du chanvre? Les compagnies pétrolières et les scieries, certainement pas en tout cas. Ça leur ferait de la concurrence, et quel business a réellement envie d'être concurrencé? Le plus grand producteur de bois mondial sont les États-Unis, où il est interdit de cultiver du chanvre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bonjour et bienvenue à votre cours de rattrapage sur l'histoire de la marijuana. Ou devrais-je dire l'histoire très brève de la marijuana. C'est un sujet vaste et compliqué. Nous n'aurons le temps d'aborder que la surface émergée de l'iceberg. Alors allons-y. Ce qui frappe d'emblée quand on regarde l'histoire de la marijuana, qui est aussi connue sous le nom de cannabis, c'est à quel point elle était parfaitement légale il n'y a encore pas si longtemps. En fait, non seulement elle était légale, mais il se trouve en plus qu'elle représentait l'une des plus grosses ressources agricoles du monde, y compris aux États-Unis. Autre chose. Le cannabis c'est aussi le chanvre. Mais qu'est-ce que le chanvre exactement? Eh bien en gros c'est la fibre naturelle la plus robuste et donc la plus durable qu'il existe sur la surface de la planète, rien que ça. Jusqu'en 1883, et ce depuis des millénaires auparavant, le chanvre indien, qui est une variété de cannabis, était la récolte la plus cultivée au monde, avec à son actif des milliers d'utilisations de produits en tout genre. La majorité des tissus, des huiles d'éclairage, des papiers et autres fibres provenaient du chanvre. La première loi relative à la marijuana aux États-Unis était une loi qui ordonnait aux fermiers de cultiver du chanvre. Benjamin Franklin l'a même utilisé pour alimenter l'un des premiers moulins américains de pâte à papier. Les deux premières copies de la Déclaration d'indépendance furent écrites sur du papier à base de chanvre. Jusqu'aux années 1800, la majorité des textiles aux États-Unis étaient fabriqués avec du chanvre et 50% des médicaments commercialisés durant la seconde moitié du 19e siècle étaient concoctés à partir de cannabis. La reine Victoria elle-même utilisait un extrait de résine de cannabis pour soulager ses crampes menstruelles. Mais ce qu'il y a de plus bizarre au sujet du chanvre industriel, c'est qu'il n'a aucun effet psychotrope, mais qu'il fut pourtant mis dans le même sac que ce qui va suivre, ce qui relève également du non-sens. Reefer Madness, l'herbe folle. Au début du XXe siècle, le journalisme dit jaune, ou la première presse à scandale si vous préférez, commence à faire surface. Les articles décrivent les noirs afro-américains et les mexicains comme des fous furieux, qui fument de la marijuana et jouent de la musique du diable, jetant ainsi l'opprobre et le vice sur leurs lecteurs, qui s'avère au passage être composé d'une population en grande majorité blanche. Certaines de ces offenses consistaient par exemple à regarder une femme blanche 2 fois, rire d'un blanc, même marcher sur l'ombre d'un blanc. Tout ça va avoir pour effet l'intervention de la loi sous la forme d'une taxe, elle-même sous la forme d'un timbre. Une taxe qui non seulement va incriminer la marijuana, mais également le chanvre et les médicaments à base de cannabis. Déjà les rumeurs de l'époque veulent que le potentiel extrêmement versatile du chanvre risque de concurrencer de nombreuses autres industries. Et il n'en faudra donc pas plus pour enforcer la thèse de l'herbe folle, et mener ainsi à la prohibition pure et simple de tous les dérivés du cannabis. Le magazine Popular Mechanics va même jusqu'à publier un article qu'ils intitulent « La nouvelle récolte des milliardaires », dans lequel on vante les mérites du chanvre pour ses capacités à produire plus de 5000 produits textiles dus à sa fibre filiforme et pour les plus de 25 000 produits à base de sa cellulose, qui vont de la dynamite à la cellophane. Sa supériorité en tant que source de fabrication de papier commence également à se faire connaître, et d'autant plus que de nouvelles machines pour traiter le chanvre commencent à faire leurs apparitions. Et donc sur le papier, le Marijuana Tax Act était la solution miracle qui allait permettre de pouvoir réguler tout ça. Sauf que si vous vouliez faire pousser du chanvre, il vous fallait acheter un timbre. Et évidemment, personne n'allait vous subventionner. Donc de fait, le cannabis sous toutes ses formes devient illégal. Et les choses vont plus ou moins rester ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale quand le gouvernement décide que le chanvre est à nouveau une bonne chose, allant même jusqu'à produire une vidéo promotionnelle, le chanvre pour la victoire. Mais la guerre à peine terminée, le chanvre devient à nouveau pointé du doigt. Et en 1948, alors que le Marijuana Tax Act est à nouveau dans le collimateur, le Congrès lui-même reconnaît que la marijuana était rendue illégale pour les mauvaises raisons. Elle ne rend pas les gens violents, pas du tout, elle les rend pacifistes.
Les communistes pourraient sûrement s'en servir pour infléchir les ardeurs belliqueuses des soldats américains. Et le Congrès décide donc de rendre le cannabis illégal pour exactement la raison inverse à celle qui avait présidé à sa prohibition en 1937. Et au fil des années, rapport après rapport, commandité par tout le monde, aussi bien par le maire de New York que le président des États-Unis, avec toujours cette même conclusion qui pointe irrémédiablement à une décriminalisation pure et simple du cannabis. Et pourtant, la marijuana reste aujourd'hui aussi illégale qu'elle ne l'était déjà il y a 70 ans. So what are the dangers of using marijuana? I don't know. I don't know. Gives you like a rapid heartbeat. Smoker's cough. I'm sure it has some effect on your brain function, memory. I don't know, is there something unhealthy about moving slowly? It's not good for you. You're not fully conscientious of what you're doing. Thicken some membranes in your brain or something. Well, it's been science. I guess I'm being told it's been scientifically proven that marijuana kills your brain cells. Ah oui, ça y est, on y vient. La rengaine classique, la marijuana détruit vos neurones. I thought the same thing. You know, I didn't start smoking pot until about 5 years ago. I thought pot made you stupid. You know, I bought into it just as much as anybody did. I realized when I was like 30 years old that I was tricked. I was like, you gotta be fucking kidding me. 1974. L'étude sur la santé des docteurs Heath et Tulane. Ronald Reagan annonce de sources fiables que l'utilisation de la marijuana endommage le cerveau de façon permanente. Des singes à qui on a administré 30 joints par jour ont vu leurs cellules cérébrales s'atrophier et sont morts 90 jours plus tard. Le décompte des cellules du cerveau ont permis de déterminer l'endommagement cérébral chez les singes forcés à fumer et chez ceux qui n'avaient pas fumé. Et cette étude est devenue la base du raisonnement sur lequel les gouvernements successifs et d'autres groupes d'intérêt spécialisés de pression, les fameux lobbies, se sont appuyés et s'appuient donc toujours pour établir que la marijuana entraînerait des lésions cérébrales irréversibles. Mais voilà, ce qu'ils se sont bien gardés de vous dire, c'est qu'après 6 années de réclamation, la méthodologie de l'étude en question a fini par être révélée. Et il s'avère qu'au lieu d'administrer 30 joints par jour pendant 1 an, comme annoncé officiellement, le Dr Heath a utilisé une méthode qui consistait à pomper 63 joints de force à travers un masque à gaz en 5 minutes et pendant 3 mois seulement. They suffocated the monkeys. What they did is they put these gas masks basically on their face and they pumped pot into it, but without additional oxygen. So after X amount of time, the brain shut down. Well, if you suffocate, the first thing that's going to happen is your brain cells are going to die with lack of oxygen. So what they did is they suffocated the monkey, showed all these dead brain cells, and then went on to associate it by saying that cannabis use causes your brain cells to die. And how many people, not knowing the origin of the study, have gone on to quote it and re-quote it. And now people believe it. D'autres études ont démontré depuis qu'il n'y a absolument aucun signe de dommage aux cellules cérébrales. En 2005, une nouvelle étude a même suggéré que la marijuana stimulerait la croissance de ces mêmes cellules. Mais cette étude n'a évidemment pas reçu la même attention. On imagine également souvent que la marijuana entraîne le cancer du poumon. Qu'en est-il? In the 1999 study by the Institute of Medicine that was paid for by the United States government, they had to use words like may and should cause cancer. We've been hearing for years them trying to say that it causes lung cancer, and we say, really, that's interesting because you can't even show us one case of cancer being caused by cannabis use alone. You definitely have to do it moderately because it does paralyze the cilia, but if it's not radioactive, you're probably not going to get cancer from it. Smoking it can be harmful because of the proper use of smoke. Not as a result of anything in the cannabis plant, but because they're intaking heated plant matter into their lungs. People said, well, you don't know, we haven't been smoking it long enough. Look what happened with cigarettes. We've had about 4 decades, or more than 4 decades of experience. If this was going to show up, it should have shown up by now. Finally, a study came out just in the last month verifying that cannabis smoke does not cause cancer. It's different than nicotine. And the elements in the tobacco smoke do cause cancer, and the elements in the marijuana don't. There's no cases of marijuana-only smokers getting brown lung syndrome. There's no cases of marijuana-only smokers getting emphysema. Strange for a plant that's so dangerous. How come none of that? Marijuana is as bad for you or worse than tobacco? Impossible. If they had the evidence, they'd be putting emaciated bodies or emphysema, lung cancer, black lungs, they would be parading them throughout the media. They don't have one. Yet people somehow or other think that it might cause the same thing. Le fait est que si on regarde le nombre de morts dues aux différentes substances psychotropes, on obtient un résultat pour le moins différent. L'assassin mondial public numéro 1, qui devance le sida, l'héroïne, le crack, la cocaïne, l'alcool, les accidents de voiture, les feux, les meurtres, réunis. Wait for it. Le tabac.
That's a nasty, dirty thing to say, son. A lovely, pure white cigarette causing cancer. It gets me right here. Avec une moyenne de 430 000 morts par an, et si on considère que c'est le tueur public numéro 1, il est intéressant de savoir que le tabac reçoit des subventions du gouvernement et qu'il est cultivé avec des fertilisants radioactifs. Le numéro 2 sur la liste, si on exclut une mauvaise alimentation et l'inactivité physique avec plus de 85 000 morts par an, l'alcool. Et si on s'aventure bien plus bas sur cette liste, il y en a d'autres qui pourraient bien vous surprendre. La caféine y figure avec plus de 10 000 morts par an, et certains de nos remèdes les plus populaires, tels que l'aspirine, y figurent également avec plus de 7 500 morts à son actif chaque année. Et la marijuana dans tout ça? Quels sont les chiffres alarmants dont nous disposons? I don't know. 50,000? 250,000? 300,000? For marijuana, I'd probably say then 80,000. I would say it would be hundreds of billions. Vous êtes prêts? Voilà les chiffres. There are no deaths from cannabis use anywhere. You can't find one. In 10,000 years of known use of marijuana, there's never been a single death attributed to marijuana. There's 400,000 deaths in America alone every year that are directly attributed to tobacco. I've heard that you have to smoke something like 15,000 joints in 20 minutes to get a toxic amount of delta-9 tetrahydrocannabinol. I challenge anybody to do that. And even in the animal studies where people have loaded the animals up with doses that would be hundreds of times what a human could possibly be exposed to, no, the animals don't die. The LD50 seems to be astronomical. I mean, you can die from ingesting too much aspirin. You can die from ingesting too much coffee. The drug warriors who say we have to protect society, save these people, are being just a little bit disingenuous. Pas une seule université ou institut médical n'a jamais répertorié une seule mort directement attribuée à la marijuana. Toutefois, on peut légitimement avancer d'autres raisons d'en avoir peur. Son caractère addictif par exemple. Il est vrai qu'il y a actuellement plus d'adolescents en clinique pour des problèmes d'addiction relatifs à l'usage du cannabis que pour n'importe quelle autre substance sur la planète. Ce qui a priori tendrait à confirmer que cette substance serait effectivement la plus addictive qui soit. It's undoubtedly true that there are more teenagers and kids in treatment for marijuana than all the other drugs combined. What the DEA never tells you is why that's true. A kid is caught possessing or smoking marijuana. He's taken to court. He's given a choice. Either some horrible penalty, or you go to a treatment center. Obviously chooses to go to treatment, and goes to treatment there, he's considered an addict. But then the DEA gets to point to that stat and say, look at all these kids in treatment for marijuana. God, it must be because today's marijuana is not the marijuana that your parents were smoking. As far as I understand, only 3% of the people in treatment for marijuana are there voluntarily. The other 97% were told to by their guardian or told to by a judge. So you can choose between jail or treatment. And a lot of people choose treatment. It provides no basis for speaking about addiction. Anybody who is at all sophisticated about marijuana would rate them the way two researchers were asked to rate drugs in order of addiction. Nicotine was 1, alcohol was 2, then heroin, then cocaine, then coffee, and then marijuana. There may have been a couple of other drugs, but marijuana was at the very bottom, below coffee. This narcotic, unlike the opiates, the synthetics, and cocaine, is non-addictive. What do you mean by non-addictive? By non-addictive, it is meant that the user of marijuana, when deprived of the drug, will not experience the agonies of withdrawal. It is habituating, but its use can be discontinued. Then what is its danger? It's used as a scapegoat for covering up underlying problems in people, especially young people. Here I am. Don't ignore me. If you use marijuana on a daily basis for a year or so, and you stop using it, you're going to notice some differences, but nothing like the kind of withdrawal people will experience in withdrawing from either tobacco or heroin. Mais pourquoi le gouvernement voudrait-il publier une telle statistique? Nous verrons pourquoi plus tard.
La théorie de l'escalade. Is marijuana a gateway drug? Yes, I think it is. Yeah, I don't exactly know why, but I know it is. It opens a doorway to other drugs. It makes you want to experience more. It makes you feel good. Yeah. People want to experience something else and, have I guess, more dreams. Its greatest danger lies in the fact that it is a stepping stone to the harder drugs, such as morphine and heroin. That's why there are people that want to legalize marijuana. They figure if they can get the young people of this country onto hard drugs, they can destroy your generation, or in this generation. You know, in the days of Harry Anslinger, it was called the stepping stone hypothesis. If you stepped on this stone, marijuana, you were bound and determined to go on to the next stone, which would be one of the so-called hard drugs. Every time it's been studied and looked at and so on, they have never ever found that there's certainly nothing in marijuana that makes you want to go to anything else. There's no inherent psychopharmacological property of the drug which pushes one toward another drug. I drink alcohol. That's my drug of choice. It could be said I started on milk. I mean, this is crazy. If I use marijuana, why does that automatically make me a candidate to black tar heroin? It's a nonsensical argument. En fait, seulement un utilisateur sur 104 utilisera de la cocaïne et moins d'une personne de l'héroïne. The black market throws the dealers of soft drugs together with the dealer of hard drugs. So if you have a black market and you have a dealer that's dealing in marijuana and LSD and everything else, and the dealer might say to you, hey, you want to try something stronger? Well, in that sense, because of the black market, because of prohibition, people may be more susceptible to seeing these other drugs and being willing to try these other drugs. And so what you see is that there is a gateway effect, but it's a gateway effect caused by prohibition and the blending of the hard and soft drug markets. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ah oui, quid de la paresse? Vous n'allez pas être utile à la société si vous fumez du cannabis. Mais si c'est vrai, il y a environ 50 millions de consommateurs aux États-Unis et plus de la moitié de la population canadienne a essayé. Mais ces deux sociétés ont l'air pourtant de plutôt prospérer. Et regardez un peu qui sont certains de ces plus illustres consommateurs. Steve Jobs developed Apple Computer smoking pot. Ted Turner developed CNN News smoking pot. Still smokes a joint every day. You go through every musician you like, from the Rolling Stones to the Beatles to Led Zeppelin, they all smoke pot. Snoop Dogg, Willie Nelson. Virtually every presidential candidate has now copped to using marijuana at some time in his or her life. A few times in the Army, I tried marijuana. It was not a significant part of my life. I had a senior law enforcement official tell me that in his judgment, up to a quarter of the White House staff when they first came in had used drugs in the last 4 or 5 years. The people that have personality problems and the people that are going to be lazy and going to lose their job, they're going to lose their job anyway. They're not losing their job because of marijuana. That's just a lie. People say, well, you can abuse marijuana. Well, shit, you can abuse cheeseburgers too. You know, you don't go around closing Burger King because you can abuse something. I can take a fucking fork and jam it in my eyeballs. That mean forks should be illegal? You know, I could jump off a bridge. Should we outlaw bridges? Let's nerf the world. Et si en plus de n'être pas nocive, cette plante avait des vertus curatives? Qu'en dit la médecine moderne? Ces dernières années, une multitude d'études scientifiques ont démontré les vertus anti-inflammatoires, antispasmodiques et antibactériennes du cannabis. Il peut traiter les dépressions, les syndromes de stress post-traumatique, les douleurs chroniques, les glaucomes, la migraine, la sclérose en plaques, le syndrome de la Tourette, la nausée et une liste innombrable de maladies sans les effets indésirables des médicaments entre guillemets traditionnels. Des dizaines d'études récentes indiquent également que les substances contenues dans le cannabis, testées en laboratoire et sur des animaux, ont un effet significatif contre presque tous les cancers, y compris celui du cerveau, du sein, de la prostate, du poumon, de la thyroïde, du côlon, de la peau, de l'hypophyse, le mélanome et la leucémie. Les cannabinoïdes déclenchent la mort des cellules cancéreuses qui ont en fait oublié comment mourir, ainsi qu'une réduction cruciale de leur approvisionnement en sang, tout en laissant intactes les cellules saines. Mais pourquoi, vous vous demandez? Pourquoi et comment le cannabis pourrait-il avoir un effet sur le cancer? La réponse peut se résumer en un seul mot: les endocannabinoïdes.
Cela peut en effet paraître étrange, mais nous sommes tous nés avec une forme de cannabis dans notre corps. Il s'agit du système endocannabinoïde. Ce système complexe régit plusieurs de nos processus physiologiques qui modulent l'entrée d'énergie, ainsi que le transport, le métabolisme et le stockage des éléments nutritifs. Et c'est donc une collection de composés parfaitement naturels. Les endocannabinoïdes sont la marijuana naturelle de l'organisme et sont impliqués dans la plupart de nos cellules et systèmes endocriniens. Ils contrôlent une variété de fonctions du système nerveux, circulatoire, reproducteur et immunitaire. Les messagers endocannabinoïdes aident les cellules à communiquer. Normalement, ils protègent les cellules saines tout en éliminant les cellules cancéreuses. Tous les animaux ont un système nerveux composé des mêmes éléments. Un grand nombre de cellules neuronales portant des signaux électriques. Là où les cellules se rencontrent, ces signaux sont transmis à un récepteur dans la cellule suivante par le biais d'un messager chimique appelé neurotransmetteur. Dans le cerveau, il en existe différents types tels que la dopamine et la sérotonine. Tous les animaux, aussi bien les rongeurs que les poissons, en passant par les mammifères et les amphibiens, et donc bien évidemment nous, les humains, ont hérité de cette structure de base qui a participé à développer les premiers mollusques et invertébrés durant des centaines de millions d'années. What happened was the nervous system acquired a new chemical if you like, that had a new flavor, a new type of chemical, and it's this chemical that is related in structure, has a similar shape to the chemical that's found in cannabis. En raison de cette similitude, ces nouveaux signaux sont appelés cannabinoïdes. Il était inévitable que le cannabis finisse par trouver son partenaire idéal, nous. Qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous est fondamentalement équipé pour réagir au cannabis. Now, receptors are not built in our brain or anywhere in our body, of course, or animal bodies, because there is a plant out there that will produce a compound that acts on them. That just doesn't work that way. Receptors are found in our body because we produce compound that will activate those receptors. So obviously we thought that there should be endogenous compounds which act on those receptors. The fact that there is a plant compound, a tetrahydrocannabinol, a THC, which acts on those receptors is just a quirk of nature. Après avoir identifié le THC, les scientifiques ont découvert que ce dernier se combine avec des récepteurs spécifiques dans le cerveau et dans les zones voisines, et que cette interaction déclenche une cascade de processus biologiques qui peuvent entraîner chez ces utilisateurs des effets euphorisants, voire extatiques, en fonction du dosage. What does it feel like? It looks very enjoyable. My God, it's fun. It was amazing. Amazing. Le blocage artificiel des endocannabinoïdes chez la souris a tendance à développer des tumeurs, mais aussi des dépressions. Il y a quelques années, certains brillants entrepreneurs ont eu l'idée de bloquer les endocannabinoïdes du corps afin de créer un nouveau médicament pour perdre du poids. La théorie était que si le cannabis donne faim, le blocage des endocannabinoïdes engendrerait une perte de l'appétit. Le médicament qui a alors été développé, le Rimonabant, réduisait l'appétit en bloquant les récepteurs cannabinoïdes. Mais les données issues des essais cliniques ont montré que les utilisateurs de Rimonabant souffraient 2 fois plus de dépression, d'anxiété, d'insomnie et de pulsions agressives que les patients qui avaient reçu le placebo. Well, Sanofi-Aventis, the company that had developed and was marketing this agent, did not study people with a history of psychiatric illness or depression before they applied for approval. That was probably a mistake. The EMA did approve it, and the drug's been on the market in Europe for a year and a half by now. And I've sort of said if there was any real problem with this that was more than just theoretical, we would know. Well, it turns out we do know. And they've suggested now that the risk for this agent outweighs the benefit.
À la suite d'une étude sur 5 cas de suicide chez les utilisateurs de Rimonabant, il a été démontré que les endocannabinoïdes régulent également l'humeur, avec la possibilité de nous faire sentir euphoriques ou au contraire inhibés et donc déprimés. Et le Rimonabant a donc finalement été retiré du marché en 2008. Des chercheurs du centre MD Anderson pour l'étude du cancer, au Texas, ont signalé que les souris traitées au Rimonabant avaient développé des polypes potentiellement cancérigènes à un taux bien plus élevé que le groupe témoin, confirmant ainsi que les endocannabinoïdes sont non seulement des régulateurs d'humeur, mais également des régulateurs de tumeurs. My good Italian friend Di Maso summarized the activity, which is really a summary, says, well, what do the endocannabinoids do? They relax, help us eat, sleep, forget and protect. Not remember, forget. And don't think that forgetting is less important than recalling. We should have a system to forget, otherwise, well, if you wish, we can burst. If you go down a mall and see 1,000 faces, do you want to remember all of them? Of course not. Ce qui est fascinant surtout, c'est qu'alors que des quantités significatives d'endocannabinoïdes ne sont normalement pas détectées dans les cellules mammaires ou dans la prostate, les foyers pour les deux principales formes de cancer, il semble que de grandes quantités apparaissent uniquement après l'évolution de cellules normales vers un état de croissance effréné, phénomène typique d'une croissance cellulaire cancéreuse, dans une tentative désespérée pour contenir les tumeurs envahissantes. Les endocannabinoïdes présents dans notre organisme ont œuvré efficacement à notre santé pendant des centaines de milliers d'années en agissant comme régulateurs de tumeurs, nettoyeurs de radicaux libres et agents anti-inflammatoires. Mais depuis notre entrée dans l'ère industrielle avec toute sa pollution et sa tendance dogmatique pour le tout chimique alimentaire, nos endocannabinoïdes ont été dépassés et n'ont plus su remplir leur objectif de nous tenir sains et protégés contre les toxines. Une meilleure hygiène nous a permis de vivre plus longtemps, certes, mais malheureusement, les êtres humains ont été inondés par les radicaux libres produits par notre organisme du simple fait d'être vivants. Le tout accompagné d'une cascade inédite de carcinogènes et de polluants, dont les produits pharmaceutiques. Les endocannabinoïdes avaient besoin d'une aide extérieure, et c'est là que la plante de cannabis fait son entrée. Lorsque le cannabis est consommé et décomposé en une série de molécules cannabinoïdes, le THC et ses nombreux semblables cherchent nos récepteurs endocannabinoïdes et se joignent à eux. Cette association semble clairement donner au corps plus de munitions contre une multitude de maladies des temps modernes, si l'on s'en tient aux nombreuses études scientifiques de ces 10 dernières années qui abondent sur le sujet. Let me show you what we have. So, this is an image from our subject from today. The receptors are highlighted in what color? In bright red. Well, any color that you right. see, there are receptors. Uh-huh. And red is the really dense areas. And you can see there's a lot of red and yellow. Green and blue are the really not dense areas where there are not many receptors in our brain. So they really are everywhere? Yes, yes. Yeah. In fact, they're the densest receptors, one of the densest receptors in the brain, most populated throughout the entire brain. Right into the brain. Look how hot that is. Wow. Right in the brain. But there's also cannabinoid receptors in the liver. Also, look at the bone marrow, the vertebral column, the ribs. So how do you think what we're seeing here in this image, how does that relate to the experience of using cannabis? Well, look at the amount of cannabinoid receptors in the brain. A lot of them. A lot of the effects of cannabis use are in the brain. Euphoria, as an anxiolytic, it dissolves your anxiety, or it can even cause your anxiety. So cannabis abusers or cannabis users talk about having this high, the euphoria, that's probably from some of the deep structures in the brain. Les scientifiques mènent actuellement des expériences pour savoir quelle partie de la plante de cannabis, incluant les cannabinoïdes et ses autres composés biologiques, pourraient être les plus efficaces contre tout un ensemble de maladies, dont le diabète et le cancer. Malgré toutes les difficultés législatives, un groupe de médecins internationaux, pionniers du genre, a fait progresser la recherche sur l'utilisation médicale du cannabis avec des découvertes impressionnantes et parfois révolutionnaires, pour ne pas dire miraculeuses. Le docteur Ergenraser est l'un d'entre eux. Scholarly Cancer Review article published in 2009. There were over 421 chemical compounds identified in the cannabis plant, and within this group of natural substances, there are many chemicals that have significant anti-tumor properties at low enough doses to where they would be effective cancer treatments. That's an important part of this. It's one thing to be able to kill a cancer cell, but could you really survive
survive such a treatment. There's a wealth of laboratory evidence that these anti-tumor properties kill cancer cells in a variety of ways. There are multiple mechanisms of action identified by which cannabis kills cancer cells, and they're divided into various categories. And among these are anti-proliferative effects. Normally, that's one of the hallmarks of a cancer cell, is that it just keeps reproducing. So if you stop the reproduction, that's an anti-proliferative effect. There are anti-angiogenesis effects, and this means that the cannabinoids will stop the tumor from being able to elaborate or grow new blood vessels to support the growth of the tumor. There are anti-metastatic effects, and that is simple enough to mean that the cannabinoids block the ability of the cancer cells to spread into other tissues. And there's another effect that has a wild name, apoptotic effect. Apoptosis refers to the ability of cannabinoids to speed the death of the abnormal cells. And that's something that is especially important in cancer, because you're able to hasten the death of the cell without disturbing the normal cells around it. Probably one of the most fascinating cases is a gentleman with the glioblastoma multiforme brain tumor, very deadly tumor. This tumor, from diagnosis, untreated, the average survival is just 3 months. Fully treated with radiation, surgery, and chemotherapy is about 12 months. So this gentleman is a middle-aged man who began using cannabis at the time of his diagnosis. He's been very consistent in using cannabis on a daily, multiple-time daily basis now for 7 years without any signs of recurrence. The holy grail for the pharmaceutical industry, and really for the federal government too, is to find the next billion-dollar pharmaceutical, the next billion-dollar drug. And the pharmaceutical industry now knows that these drugs are going to be cannabinoids. They know that the medicinal qualities are there to cure all kinds of medical problems. But I can tell you that the whole plant is uniquely effective. I've yet to find a person in my practice who prefers the prescription pure THC over the natural plant. That just is unheard of in the patients. Le cannabidiol, ou CBD, est un composé non psychoactif du cannabis qui procure quant à lui un effet sédatif, par comparaison à l'effet euphorisant du THC. Parmi ses nombreuses fonctions, le CBD a démontré des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Il aide à combattre le diabète, les infections bactériennes et les tumeurs malignes. Ce composé est également un protecteur des neurones et a des effets antipsychotiques et anxiolytiques bien documentés. There's quite a lot of CBD in that particular one as well, cannabidiol, which is another cannabinoid, a non-psychoactive cannabinoid, which we think is actually a very important component of the medicine. We're fascinated by this stuff, which has tremendous potential as an anti-inflammatory, but also, rather surprisingly, as an antipsychotic. So, hold on, you're telling me that CBD could be a treatment for psychosis? Isn't that ironic? With all the sort of tremendous publicity around the link with cannabis smoking and the potential of increasing the risk of psychosis, here we have a component of the plant which itself is antipsychotic. The cannabis plant has been bred for decades to maximize the amount of THC. That gives the plant the strongest psychoactive effect for the least amount of product. Now, in doing this, we've bred the other cannabinoids out of the plant, or down to minuscule amounts. And each of those cannabinoids that has been bred down to minuscule amounts has its own medicinal quality or medicinal properties. So we've lost a lot of those other properties. Myself and a group of doctors have been asking growers to bring back CBD into the plant, because cannabidiol, along with some of these other minor cannabinoids such as cannabigerol and cannabichromene, have shown to have a lot of anti-cancer properties. Le tétrahydrocannabivarine, ou THCV, se trouve en quantité importante, en particulier dans les variétés thaïlandaises et sud-africaines. Des concentrations élevées de THCV vont vous faire planer plus vite, mais pendant moins longtemps.
Ce composé chimique pourrait se révéler un composé utile pour traiter le diabète de type 2. Le THCV a démontré un effet protecteur et préventif contre les tumeurs malignes. Le cannabichromène ou CBC est un cannabinoïde présent en faible quantité. Peu de recherches ont jusque-là été réalisées, mais d'après les scientifiques, tout laisse à penser que le CBC peut avoir un effet antidépresseur et la capacité de réduire les inflammations. Le CBC inhibe fortement les tumeurs dans le cas de leucémie, ainsi que pour le cancer du sang. Je vous prie à présent d'accueillir le docteur Cristina Sanchez, spécialiste en biologie moléculaire, qui a découvert les propriétés anticancéreuses du THC. My name is Cristina Sanchez and I work at Complutense University in Madrid, Spain. And I have been working for the last decade on the anti-tumor effects of cannabinoids. In the early 1960s, Rafi Meshulam from the Hebrew University in Israel characterized the main compound in marijuana producing the psychoactive effects that we all know. The cannabis plant has been known for millennia. After the discovery of this compound that is called THC, it was pretty obvious that this compound had to be acting on the cells, on our organism, through a mechanism, through a molecular mechanism. And in the 1980s, two specific targets for THC were discovered, something that we call cannabinoid receptors. And after the discovery of the receptor, it was obvious that our body has to synthesize something that binds to these receptors. It was pretty obvious that was something endogenously produced by our own bodies that was acting through these receptors. And these compounds, these endogenously produced cannabinoids, were found a few years later, and it's what we call the endocannabinoids, because they are produced endogenously inside our bodies. These compounds, the endocannabinoids, together with the receptors and the enzymes that synthesize, that produce the endocannabinoids and that degrade the endocannabinoids, are what we call the endocannabinoid system. And we now know that the endocannabinoid system regulates a lot of biological function. Appetite, food intake, motor behavior, reproduction, and many, many other functions. And that's why the plant has such a wide therapeutic potential. We started working in this project 15 years ago, and it was basically by chance. We were working with astrocytes at that time, and we decided to change the model and work with astrocytoma cells, the tumoral cells. And we observed that when we treated these cells with cannabinoids, THC, the main psychoactive component of cannabis, it was killing the cells in our petri dishes. We were killing the cells. So we thought that we were facing some potential anti-tumoral responses. And then we decided to analyze these compounds in animal models of breast and brain tumors. The results we have obtained are telling us that cannabinoids may be useful for the treatment of breast cancer. We started to do experiments in animal models of glioblastoma, brain tumors, and we observed that cannabinoids were very potent in reducing tumor growth. Cells can die in different ways, and after cannabinoid treatment, they were dying in the clean way. They were committing suicide, which is something you really want when you have an anti-tumoral drug. One of the advantages of cannabinoids or cannabinoid-based medicines would be that they target specifically tumor cells. They do not have any toxic effect on normal, non-tumoral cells. And this is an advantage with respect of standard chemotherapy that target basically everything. When we started to see these anti-tumor and cell-killing effects on cancer cells, we decided to set aside our metabolic studies and to focus on cancer. I cannot understand why in the States cannabis is under Schedule 1, because it is pretty obvious, not only from our work, but from work from many other researchers, that the plant has a very wide therapeutic potential. We are in contact with doctors in Spain, oncologists, neuro-oncologists and breast specialists
that are willing to test these compounds in human patients. The plant, besides THC, produces cannabidiol. And this compound is very special because it is not psychoactive. It has been demonstrated that it's a very, very potent antioxidant. It protects the brain from stress and from damage, kills cancer cells, and when you combine it with THC, it produces synergistic effects, which means that the effect of THC is potentiated. At this point, we have enough preclinical evidence supporting the idea that cannabinoids may have anti-tumoral properties. We, as researchers, should explore in more depth and be willing to try in many different pathologies. Cannabis has an enormous therapeutic potential. Vous venez de voir un extrait du documentaire Weed par Sanjay Gupta qui a enquêté pendant toute une année sur la lutte en faveur du cannabis médical, alors que de plus en plus d'Américains en font usage. Il y a quelques jours, Washington DC a ouvert son premier dispensaire de cannabis médical et le correspondant médical en chef de notre chaîne nous rejoint pour nous en parler. Sanjay, bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Sanjay, vous avez passé un an à enquêter sur la question, mais je me dois de vous rappeler qu'en 2009, vous aviez écrit un article qui s'intitulait « Pourquoi je voterai non sur le cannabis ?» Vous avez changé d'avis ? Oui, c'est vrai. Et par souci d'honnêteté intellectuelle, je me suis même excusé pour certains de mes reportages, car nous avons été dans ce pays terriblement et systématiquement induits en erreur pendant un certain temps, et j'avoue avoir contribué à cette désinformation bien malgré moi. Vous savez, si vous penchez un peu sur tous les rapports qui ont été publiés aux États-Unis au sujet de la marijuana, la grande majorité se concentre sur les méfaits. Nous finançons donc des études sur les dangers, et nous n'en finançons pour ainsi dire aucune sur ses vertus, ce qui fait que nous en avons une image quelque peu déformée. Je n'ai pas regardé assez loin, je n'ai pas assez approfondi, je n'ai pas prêté attention aux laboratoires à l'étranger qui font des recherches incroyables, et je n'ai surtout pas écouté les nombreux patients qui nous disent que non seulement la marijuana fonctionne pour eux, mais que c'est la seule chose qui fonctionne. J'ai voulu croire la DEA quand il disait que la marijuana est une substance dangereuse sans aucune application médicale, alors qu'il n'avait en définitive aucune preuve scientifique pour avancer des choses pareilles. Alors quand le maire de New York, Michael Bloomberg, dit que le cannabis médical est le plus gros canular de tous les temps, qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Eh bien, je suis très surpris. Vous savez, je prête très attention aux allocutions du maire, et je l'écoute donc attentivement. Ça rentre dans le cadre de ce qu'il a pu dire au sujet de l'augmentation de la puissance du cannabis, ce qui est vrai. Cela a effectivement augmenté probablement au cours de ces 10 dernières années, mais je l'encourage vivement à se pencher sur les rapports scientifiques, je les ai encore potassés pour préparer cette émission. La science le confirme, et c'est loin d'être anecdotique, je veux dire, ce n'est plus de l'ordre de la simple conjecture. Pendant longtemps, nous avons ignoré ces rapports, mais vous savez, c'est une drogue qui a été utilisée depuis des millénaires. Dans votre documentaire, Weed, vous abordez les effets thérapeutiques du cannabis, et vous avez pu constater qu'ils peuvent, dans certains cas, être vraiment instantanés de façon plutôt spectaculaire. Oui, tout à fait, ça fonctionne, et ça peut en effet fonctionner très rapidement. Mais je vous laisse en juger par vous-même, regardez. Je vous présente Chad Moore, 19 ans. Il utilise une grande variété de différentes espèces de cannabis qui pour la plupart sont à forte teneur en CBD, afin de traiter une maladie très rare qui affecte son diaphragme. C'est ce qui explique pourquoi il parle de cette façon, par à-coups, comme s'il avait le hoquet, comme s'il était incapable de reprendre son souffle. On appelle ça une myoclonie du diaphragme palpitant. Ces palpitations-là, c'est ennuyeux, mais surtout ça devient douloureux assez rapidement, j'imagine. Il est sur le point de me montrer comment la marijuana fonctionne sur lui. Ça fait maintenant 7 minutes qu'il a des convulsions. Tu t'attends à ce que ça fasse effet dans combien de temps ? Quoi, c'est tout ? Cela a pris en fait moins d'une minute. Je dois admettre que c'est vraiment impressionnant. Vous savez, Pierre, s'il avait l'habitude de prendre tellement de médicaments, il y avait une table pleine de pilules en tout genre que les médecins lui avaient prescrit pour sa condition. Et parmi ceux-ci, de l'oxycodone, le Valium, tous ces médicaments qui à haute dose peuvent vite devenir problématiques. Et surtout, ils ne fonctionnaient pas. Les preuves sont de plus en plus évidentes, pour peu que vous soyez disposé à les chercher. Je pense que cette plante est un médicament potentiellement très efficace et qu'on ne lui a pas donné l'attention qu'elle mérite pendant ces 70 dernières années dans ce pays. Je pense que ça peut traiter tout un tas de conditions. Je pense qu'il existe des médicaments qui sont bien plus dangereux, bien plus toxiques, et qui peuvent même tuer, et qui surtout ne fonctionnent pas. Je trouve ça vraiment bizarre pour être honnête. Je pense que c'est inhumain que certains patients ne puissent pas bénéficier de cette option. J'ai rencontré des malades au Colorado qui ont maintenant accès à ce type de traitement, mais ils ne peuvent du coup
pas sortir du Colorado. C'est affligeant. C'est irresponsable de la part de la communauté médicale de ne pas pouvoir disposer de ce médicament comme une de leurs options. J'ai des enfants et je ne tiens pas non plus particulièrement à les voir planer avec ça comme ils disent. Mais ce n'est pas la question. Je dis simplement que nous devrions nous occuper des malades et que nous ne devrions pas écarter cette alternative. Notre aventure commence ici, dans cette petite ville du centre-ouest des États-Unis, dans cette maison à flanc de montagne, dans une famille qui n'a jamais autorisé les caméras jusqu'à maintenant. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est vraiment beau par ici. Ils habitent dans le Colorado, un des 2 États américains dans lequel il est désormais légal de consommer du cannabis pour des raisons médicales et également, depuis peu, de façon récréative. Mais cela reste cependant un sujet tabou pour certains habitants à l'image de Paige Figi et son époux Matt. I'm sure it was mentioned to us by someone, hey, you should try this. And I thought, no way. You thought that's fringe stuff? No way, not in a million years, no. Mais dans cette région, la marijuana est loin d'être française. 4 joints, and do you want island sweet skunk? Les dispensaires médicaux sont partout. Hey, welcome, guys. Les gens fument dans des clubs privés et dans les festivals publics. Mais rien de tout ça n'est pour Matt. C'est un militaire et la marijuana signerait à coup sûr la fin de sa carrière. I grew up in Wisconsin in a well-loving family and I was educated that oh, that's a drug. You don't do that. And I never did. Et il y a encore quelques décennies, la marijuana était un médicament parfaitement légitime. On l'appelait aussi le cannabis, prescrit par les docteurs et délivré par les pharmaciens. This is Harry J. Mais tout change en 1930. Henry Anslinger, le premier américain à déclarer la guerre à la drogue. D'après lui, l'ennemi public numéro 1, vous l'aurez deviné, la marijuana. This guy saw how he could increase the budget of his department by having this mission, going at the marijuana. You know, saying that there's this drug that the Mexican migrant workers are smoking and it's loco weed and it's going to make them crazy and they're going to rape your women. Il fait passer son message de propagande anti-marijuana à travers des articles de journaux. Et ensuite, ça a été au tour de ça. Le film Reefer Madness, l'herbe folle, qui donne l'image d'un fumeur de marijuana improductif et dément. People are still afraid of what pot can do to them. Et donc à bien des égards, c'est ces fatigues Eric qui a pas résisté à notre jugement à l'égard de cette plante depuis 70 ans. Yeah. Le cannabis devient par la suite illégal en 1937 et à partir des années 70, c'est devenu une substance contrôlée de type 1, au même titre que la cocaïne et l'héroïne. Le gouvernement nous disait désormais qu'elle n'avait aucune valeur thérapeutique, ainsi qu'un gros potentiel d'abus. Autant de raisons pour que les figues gardent leur distance avec cette substance. Jusqu'à ça. Et ça pourrait être difficile à regarder pour certains d'entre vous. It's okay, baby. Il s'agit de leur fille Charlotte, en train d'avoir une crise. We just thought it was just one random febrile seizure. Rien à y faire, pas de médicaments, juste un mauvais coup de chance en ça. Right. Un mauvais coup de chance, ça se tient, d'autant plus que Charlotte, surnommée Charlie, est née en parfaite santé aux côtés de sa sœur jumelle, Chase. Charlie always had big smiles. Just happy kids. Easy. Yeah, easy. Very much so. Alors vous dites que c'était aux alentours de 3 mois que vous avez commencé à remarquer que Charlotte avait des crises. I was changing her diaper, putting a new diaper on from after the bath, and her eyes just started flickering. Cela va être le premier d'une longue série de voyages au service des urgences. They did the $1 million workup, the MRI, EEG, spinal tap. You know, they did the whole workup and found nothing and sent us home. Pas de résultats sanguins anormaux, pas de problème avec le scanner. And developing normally too, you know, talking and walking, and the same day as her twin. Nothing was behind yet. À partir de l'âge de 2 ans, les crises commencent à devenir chroniques et à laisser des traces sur cette petite fille qui, il y a encore peu, était pourtant si joyeuse. She started to really decline cognitively, and she was slipping away, and she just wasn't keeping up with her twin. Et les figues finissent par avoir leur réponse. Et c'est loin d'en être une bonne. Le syndrome de Dravet, qui est une forme incurable d'épilepsie. Les crises démarrent très tôt dans la vie d'un enfant, elles sont permanentes, difficiles à contrôler et très néfastes. Severe behavioral problems, attention deficit and hyperactivity, the self-injury, you know, banging her head on the floor and pulling her hair out and like a possessed child. This isn't your perfect, happy
Charlotte. Commence alors une course contre la montre. Beaucoup d'enfants avec le syndrome de Dravet meurent jeunes au cours de la petite enfance. Charlotte a alors presque 3 ans. Pendant les 2 années qui vont suivre, les Figgy vont tout essayer. Des drôles de régimes, acupuncture et des douzaines de drogues très puissantes comme le Valium, l'Ativan et le phénobarbital. Mais rien n'y fait. Et même pire, certains médicaments vont presque la tuer. After 1 dose, she stops breathing. And after 2 doses, her heart will stop. Est-ce que vous avez eu à la réanimer vous-même? Yes. I remember when her heart stopped and I had her pulse and I lost her pulse. There was just nothing. The ambulance is on its way. Elle a survécu. Okay, Mommy's here. Nous sommes maintenant à l'automne 2011 et Charlotte a 5 ans. When things were at their worst, she just sees all night, and the kids are sleeping either in my room or next to her. They can hear the seizure scream all night, 50 times a night. And Chase would come in the morning and just, this is her twin, and just hug her and like rub her head and say, I'm just so glad you survived through the night last night. Matt vient d'être envoyé en Afghanistan et tout ce qu'il peut faire pour aider, c'est de commencer à faire des recherches sur Internet. Et il tombe sur cette vidéo d'un enfant qui utilise du cannabis. So how's everything going? Jaden had 4 days without a seizure. I'm like, wow, this having success on specifically Dravet, this is interesting, it's natural. Et alors qu'il n'aurait jamais pu imaginer une seule seconde utiliser du cannabis pour lui-même, il se retrouve tout à coup dans cette position délirante de devoir le suggérer pour sa fille, Charlotte. You need to do this. And I said, I don't know. Charlie, there you are. Et par la suite, la condition de Charlotte va encore s'empirer. 300 crises par semaine, presque 2 par heure. Elle ne peut plus parler ni bouger. Catatonique pour ainsi dire. En dernier recours, les docteurs veulent soit lui prescrire un médicament pour les chiens épileptiques, ou mettre Charlotte dans un coma artificiel afin de permettre à son cerveau et son corps de se reposer. Pour sa maman, ces 2 options ne sont pas souhaitables. Mais peut-être, éventuellement, le cannabis en devient une. She's allergic to I had resigned myself. I don't think she's gonna survive this. We've seen her flatline in the hospital. We've said goodbye. Vous écoutez Matt et Paige Figgy qui décrivent leur propre fille. Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre enfant? Charlotte Figgy a une forme extrême d'épilepsie. Son corps est tellement frêle que la moindre crise peut potentiellement la tuer. Ayant expérimenté avec tous les traitements traditionnels, et le temps commençant à cruellement leur manquer, ses parents se résignent à essayer le cannabis. Charlotte a alors à peine 5 ans. Vous avez besoin d'une carte pour pouvoir vous faire délivrer du cannabis dans une pharmacie, et vous devez vous la faire prescrire par un médecin. You need 2 doctors in Colorado to get the card for a juvenile or a child. It was hard. We were the first young child, and they said no. Everyone said no, 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 no. Certainly her age played a role in my hesitance. Le docteur Alan Schachofer est un médecin formé à l'université d'Harvard et il fait également partie d'une poignée de médecins au Colorado qui donnent des prescriptions pour le cannabis thérapeutique. Dès la première fois où Charlotte rentre dans son cabinet médical, il sait qu'elle est en danger. Au cours de l'examen, elle aura 2 crises. She'd failed everything. There were no more options for her. Everything had been tried, except cannabis. Voilà comment les scientifiques pensent que le cannabis fonctionne. Il est principalement composé de 2 éléments, le THC qui est la partie psychoactive qui vous fait planer et le CBD ou cannabidiol. Les scientifiques pensent que c'est le CBD qui module l'activité électrique et chimique afin de réduire l'activité excessive dans le cerveau qui cause les crises d'épilepsie. Le docteur Julie Holland est l'éditrice du Podbook, un guide complet sur le cannabis. For a long time, the work on cannabis and epilepsy was sort of inconclusive. Maybe it works, maybe it doesn't. They couldn't quite figure it out. And it's only when they really started separating THC from CBD that they saw, definitively, yes, CBD seems to really stop seizures. Et donc les Figgy ont besoin de se procurer un produit qui se fait de plus en plus rare, une variété de marijuana faible en THC. Évidemment, ils ne tiennent pas particulièrement à ce que Charlotte plane, mais également une variété forte en CBD pour traiter ces crises. Et ça ne va pas être chose facile. Les cultivateurs et les dispensaires gagnent leur vie grâce à des variétés à haute teneur en THC. I'm Joel. I'm Josh. Personne n'est mieux au courant de cette tendance que les frères Stanley. Leur fonds de commerce familial, c'est la Marie-Jeanne. Et si vous regardez ces gars bon chic bon genre et que ce que vous voyez vous surprend,
Ne vous inquiétez pas, on leur dit ça régulièrement. Like, oh, wait a second. Did you finish high school? Non seulement ils ont fini leur lycée, mais également l'université. Et même pour certains d'entre eux, l'école supérieure. Ils font partie des plus gros cultivateurs du Colorado et ils gèrent un des plus grands dispensaires. Ils produisent jusqu'à 300 kg de cannabis médical par an et une grande partie de cette marijuana est forte en THC. Mais ici, sur cette ferme reculée, dont l'emplacement reste secret, It takes a lot of plants. We're allowed to grow 6 per ils patient. ont commencé à faire pousser quelque chose de différent, une variété qu'ils considèrent révolutionnaire. C'est une serre alors. Greenhouse 1, yes, welcome to paradise. Derrière les portes verrouillées et un système de sécurité orwellien, nous entrons dans ce que les frères Stanley appellent le jardin d'Éden. There's nothing like this in the world. This plant's 21% CBD and less than 1% THC. Cela a pris des années de croisement entre différentes plantes pour arriver à un tel résultat. Instead of breeding up the THC, we've bred down the THC and bred up the CBD. And people said, you're crazy, who's gonna smoke that? Et donc, pourquoi les cultiver? Les frères Stanley croient au potentiel du CBD pour guérir de nombreuses maladies. C'est en janvier 2012, en Afghanistan, à quelques 7000 km de sa famille, que Matt Figgy reçoit cette vidéo de sa femme, Paige. It's horrible seeing these videos when I'm deployed. C'est une vidéo de sa fille Charlotte en train d'avoir une crise d'épilepsie. Après avoir été diagnostiquée avec une forme sévère d'épilepsie, elle avait en moyenne 300 crises par semaine, chaque crise étant d'une telle gravité qu'elle avait le potentiel de la tuer. Ils avaient déjà essayé des douzaines de drogues très puissantes. We needed to try something else, and at that point in time, marijuana was that natural course of action to try. Chez elle, dans le Colorado, Paige se met à la recherche d'une plante de marijuana forte en CBD, l'ingrédient qui d'après certains scientifiques permet de lutter contre les crises, mais également faible en THC. Souvenez-vous qu'elle ne veut évidemment pas faire planer leur fille. Elle en trouve une petite quantité dans un dispensaire de Denver. Le propriétaire est surpris que quelqu'un puisse en vouloir. He said it's funny because no one buys this, that was the general consensus. Nobody wanted it. It didn't have any effect. Paige paie $800 pour un petit sac et le ramène à la maison. I had a friend that was starting a business on making medicine, and I said, "Can you help me extract the medicine from this bag of marijuana?" I measured it with a syringe and squirted it under her tongue. It was exciting and very nerve-wracking. Paige tient Charlotte dans ses bras et patiente. 1 heure passe, puis une autre, et encore une autre. She didn't have a seizure that day. And then she didn't have a seizure that night. Vous êtes juste assise, en regardant votre montre. This is crazy. And then she didn't have one the next day. And then the next day. And I thought she would have had 100 by now. And I just thought, this is insane. I remember how happy Paige was. Like, it's really working. I can't believe it. Yeah, that was pretty amazing to hear. Cela a fonctionné. Mais en juste quelques semaines, l'excitation initiale fait place à la panique. Paige commence à manquer de marijuana. Et le dispensaire ne dispose plus de cette variété bien spécifique. Et même s'il en restait, son prix mensuel serait astronomique. $2000. Et évidemment pas un centime couvert par les assurances. Et Paige entend ensuite parler des frères Stanley. Les 6 frères et leur serre de cannabis à haute teneur en CBD. I said, oh my goodness. He says, I don't know what to do with it. We're trying new things with it, but no one wants it. It's not sellable. I said, just don't touch that, because we need that plant. Initialement, ils sont réfractaires à l'idée de donner du cannabis à une enfant aussi jeune. Mais ils vont vite changer d'avis après l'avoir rencontré. Racontez-moi un peu la première fois que vous avez rencontré Matt, Paige et Charlotte. Oula, je crois que j'ai touché une corde sensible. You get all of us crying when we start talking about that little girl. Les Figgy viennent de décrocher le jackpot, une source constante de cannabis à forte teneur en CBD. Et ils n'auront qu'à payer ce qu'ils peuvent se permettre. People have called us the Robin Hoods of marijuana. They say that we sell pot so that we can take care of the kids and the truly less fortunate. Charlotte est la première de ses enfants. À la fin du printemps 2012, elle essaie la marijuana spéciale des Stanley. Et une fois encore, ça fonctionne.
I can't tell you what that means to us. Je me sens un peu ému. If it doesn't get you, something's wrong with you. She lived her life in a catatonic state. Now her parents get to meet her for the first time. What a revelation. Cette petite fille qui avait plus de 300 crises par semaine n'en a désormais plus qu'une tous les 7 jours. Pitter pat tiptoe. Quand j'ai rencontré Charlotte pour la première fois en mars 2013, cela faisait tout juste 1 an qu'elle avait eu sa première dose de cannabis médical. Achoo! Après presque 2 ans à être alimentée par une sonde, elle pouvait enfin manger toute seule. Yellow? Elle pouvait désormais aussi parler et même marcher. Yeah, please, she said please. Mais toutes ces histoires de guérison miracle ne sont évidemment pas sans leur lot de sceptiques. L'une des 2 cliniques du pays spécialisées dans le syndrome de Dravet, en Floride, persiste à dire qu'il n'y a aucune preuve que le cannabidiol est efficace dans le traitement de l'épilepsie. L'Académie américaine de pédiatrie s'y oppose également, tout comme s'y oppose l'Institut national sur les abus liés à la drogue. Such an amazing turn of events that it really can't be a fluke, but I do still wonder. Vous posez aussi encore la question, Matt? Hell no. Vous êtes sûr que ça marche? It's working great. Et si on parlait des effets du cannabis sur votre cerveau? C'est un processus quelque peu complexe, alors commençons par ce qui vous est déjà familier. Le THC. Le THC, le composé chimique du cannabis qui vous fait planer. Vous vous sentez léger, vous êtes pris d'un agréable vertige, vous vous relaxez. La marijuane se fume, mais vous pouvez aussi en savourer son essence dans vos plats préférés. Vous pouvez également la vapoter à l'aide d'une cigarette électronique classique ou encore la consommer sous forme d'huiles essentielles concentrées. Cette dernière est particulièrement bénéfique pour les jeunes enfants en guise de médicament. Quelle qu'en soit la méthode, le THC pénètre votre circulation sanguine pour parvenir à votre cerveau. Et à partir de là, ce dernier cible des récepteurs bien spécifiques qui, une fois stimulés, libèrent de la dopamine. Ce qui va avoir pour effet l'envoi de signaux électriques à une multitude de cellules nerveuses dans tout votre corps. Ce qui va donc donner à son utilisateur cette impression de hauteur. Mais tout dans le cannabis ne fait pas planer. En raison d'un composé du cannabis connu sous le nom de CBD, cannabidiol. Les variétés de cannabis à faible teneur en THC, mais haute en CBD, constituent un très bon médicament en ce qu'elles peuvent traiter des pathologies telles que l'épilepsie. Cela s'explique par le fait que la molécule de CBD permet de calmer l'activité électrochimique dans le cerveau. Je connais une petite fille de 3 ans qui est passée de 300 crises d'épilepsie par semaine à 2 par mois après que ses parents lui aient donné de l'huile de cannabis à forte teneur en CBD. Le cannabis contient pas moins de 500 composés chimiques. Tous ces composés ont un principe d'action optimale collectif. C'est ce qu'on appelle en médecine l'effet d'entourage. Ce qui signifie qu'extraire un seul de ces composants ne suffit pas pour faire un médicament vraiment efficace. Il vous faut la plante dans son entièreté. Et d'autant plus si vous envisagez d'utiliser du cannabis pour réduire drastiquement votre consommation de médicaments. Marijuana is probably the most dangerous drug in America today. Quand vous regardez ce pays et ce qu'il constitue, comme l'Institut du cancer, les journaux télévisés, les émissions d'information, le gouvernement, tous les partis politiques, la vérité c'est qu'on a averti tout le monde, y compris les Nations Unies, et que personne n'a bougé le petit doigt. Et là tout d'un coup vous réalisez que les gens veulent de ce remède, mais que les instances gouvernantes, elles n'en veulent pas. Et c'est eux qui distribuent les cartes. Et ça ne peut plus durer comme ça. En 2002, je suis allé voir mon docteur au sujet d'un cancer de la peau que j'avais contracté. J'en avais ici sur la joue, un sur le torse et un juste à côté de mon œil. J'avais ces taches depuis les années 90 et j'avais le sentiment que c'était probablement des cancers de la peau. Donc quand le docteur les a examinés, il m'a dit « Je ne peux être sûr de rien jusqu'à ce que je reçoive les résultats du labo ». Mais il m'avait dit que cela ressemblait effectivement à un cancer de la peau. Et ils étaient surtout inquiets à propos de celui juste à côté de mon œil, dans la mesure où sa proximité à un œil pourrait entraîner de nombreuses complications. Et ils m'ont donc programmé une opération de sorte à retirer celui-ci en premier, l'idée étant de retirer les 2 autres à une date ultérieure. L'opération a donc eu lieu aux alentours de fin janvier 2003, et ils m'ont donc opéré juste ici, à côté de mon œil. Et à peu près une semaine suite à l'opération, j'étais assis chez moi en train d'examiner la zone qu'ils avaient opérée, à l'aide d'un de ces miroirs grossissants, vous savez, et je pouvais voir que c'était évidemment encore infecté. J'étais assis là, en train d'examiner la zone qu'ils avaient opérée, et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ce rapport dont j'avais entendu parler à propos du THC qui tuait les cellules cancéreuses. J'en avais entendu parler dans les années 70.
À cette époque, ça faisait déjà à peu près 1 an que je prenais de l'huile de chanvre, et ça m'aidait déjà de bien des façons. Mes idées étaient plus claires, et je me sentais plus ou moins de retour à mon état normal. J'ai commencé à me dire que ça faisait déjà un certain temps que je consommais de cette huile, et je pensais, si le THC élimine vraiment le cancer, comment se fait-il qu'il n'ait pas encore éliminé mon cancer? Pourquoi j'ai toujours ces traces? Vous savez, j'ai encore du mal à le dire, mais j'ai failli ne pas le faire. J'ai failli ne pas appliquer l'huile sur mes plaies. Je me disais, s'il y a vraiment un remède contre le cancer, ça se saurait. Et le système médical l'utiliserait. C'est en tout cas ce que je supposais à l'époque. Ça s'étendait du coin là-bas jusqu'au bout de cette rangée d'arbres, en passant par là, et toute cette colline était cultivée. Et ensuite, tout le long de ces arbres derrière vous. J'avais de l'huile de toute façon, que j'ingérais pour m'aider à dormir. Et donc j'en ai pris juste un peu que j'ai mis sur un pansement, sur 2 pansements, que j'ai ensuite appliqué sur ma joue, ainsi que sur mon torse. Je ne ressentais plus rien. Vous savez, auparavant, j'avais cette sensation d'avoir des écharpes sur le visage. Et aussitôt que j'ai appliqué l'huile, cette sensation a disparu. Mais je n'avais pas pour autant l'impression que ça faisait quoi que ce soit. Et donc 4 jours plus tard, j'avais laissé agir les pansements pendant 4 jours, je vais dans la salle de bain et je retire les pansements. J'étais abasourdi, car c'était guéri. Ma peau était redevenue normale, aux 2 endroits. Et donc évidemment, j'ai commencé ensuite à en parler à mes amis en leur disant « Vous savez, je suis venu à bout de mon cancer en utilisant des plantes de cannabis. » Les gens sont juste moqués de moi en me disant que j'étais fou. Après quelques semaines de moquerie, celui qu'ils avaient enlevé avec la chirurgie est revenu comme il était parti. Je l'ai vu se développer avec les mêmes symptômes, gonflement, saignement et ce même sentiment d'avoir des écharpes sur le visage. J'ai donc mis un peu d'huile du diable sur un pansement que j'ai appliqué sur la partie tuméfiée. Et je l'ai ensuite laissé pendant 4 jours. Quand je l'ai enlevé, tout était cicatrisé. Ma peau était redevenue rose. On est maintenant en 2012 et c'était début 2003 que tout ça a eu lieu. Et je n'ai jamais eu à renouveler l'opération. Donc quand j'ai constaté que celui-ci était guéri, je me suis ensuite rendu au cabinet médical de mon docteur, car ils avaient prélevé des échantillons au moment de l'opération. Et je voulais donc consulter le rapport. Quand je suis entré, j'ai demandé au docteur, plutôt à sa femme, qui était aussi sa réceptionniste, une copie du rapport. Je l'ai consulté et on pouvait clairement y lire « basal cell carcinoma », qui est un cancer de la peau. Et donc je lui ai dit que mon cancer était revenu, que j'avais traité ce cancer, ainsi que les 2 autres avec de l'huile de chanvre. Et au moment même où j'ai eu le malheur de prononcer huile de chanvre, cette femme est devenue hystérique. J'étais dans la salle d'attente avec 5 ou 6 autres patients. Dès que j'ai mentionné l'huile de chanvre, vous auriez dû la voir. Elle a commencé à se mettre en boule, littéralement, et elle m'a dit « Le docteur ne veut pas en entendre parler, le docteur ne prescrit pas ça ». Elle était tellement hystérique que je me suis demandé l'espace d'un instant si elle n'était pas un peu dérangée. Je suis ensuite retourné à mon camion, et sur le chemin du retour, j'avais vraiment un drôle de sentiment à essayer de comprendre ce que ces gens pouvaient bien manigancer. Je veux dire, si j'étais docteur et qu'un de mes patients venait me voir pour me dire qu'il avait guéri son cancer, je serais intéressé de savoir comment il a procédé. Mais ce docteur et sa femme ne l'étaient pas du tout. Et ça me semblait vraiment louche. À ce moment-là, je savais pas trop quoi faire. Vous savez, j'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à prendre de l'huile dans la mesure où c'était le seul remède qui fonctionnait pour moi. Juste après ma visite chez mon docteur, je vais rendre visite à ma mère qui avait un psoriasis sur un pied et le bas de sa jambe, que nous avons également guéri avec de l'huile de chanvre. Et à partir de là, j'ai commencé à fournir de l'huile aux personnes que je connaissais avec des problèmes de peau. J'ai donc commencé à offrir de l'huile aux gens que je connaissais, et ça fonctionnait pour toutes les conditions. Et ensuite aux amis de mes amis. Le bouche à oreille me ramenait toujours plus de monde. J'ai commencé une campagne en 2003 pour alerter le gouvernement. Je me suis rendu à tous les partis politiques, à l'Institut du cancer, on est même allé aux Nations Unies. On allait partout, vous savez, mais personne n'a bougé le petit doigt. Ça va maintenant presque faire 10 ans que Rick Simpson se bat pour promouvoir cette méthode auprès des institutions de son pays, au Canada. Ce qui lui a valu 3 raids sur sa ferme en Nouvelle-Écosse depuis 2003 pour possession, culture et trafic de stupéfiants. La première de ses visites par la police canadienne lui vaudra seulement un avertissement, ainsi que la destruction de sa plantation.
La deuxième, en 2005, débouchera sur un procès qui lui vaudra une amende de 2000 $ seulement, si on considère qu'il encourait jusqu'à 12 ans de prison. Et la troisième intervient en 2009 alors qu'il est à Amsterdam pour recevoir un prix qui récompense son action, Freedom Fighter of the Year Award, suite à quoi Simpson décide de ne pas revenir au Canada pour faire face à ses poursuites, sachant pertinemment qu'il ne pourra cette fois pas éviter son incarcération. Il décide donc de rester en Europe, où il réside toujours actuellement, pour continuer son action. Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient malgré tout encore un peu sceptiques après tout ça, il m'a paru utile de préciser que Monsieur Simpson n'a rien à vendre, dans la mesure où, comme vous pouvez le constater de par ces images, il livre sa méthode d'extraction bien volontiers à qui veut l'entendre. A noter que ces images sont extraites du documentaire qu'il a fait connaître sur internet en 2007, Run from the Cure, dans lequel se succèdent également de nombreux témoignages de gens ayant expérimenté cette méthode avec succès. Mais c'est encore eux qui en parlent le mieux. Et je vous laisse donc maintenant le soin d'en juger par vous-même avec ce qui va suivre. I was diagnosed with multiple sclerosis approximately 20 years ago. I have degenerative disc disease. I am a 46-year-old who was diagnosed with a brain tumor in 2003. My son was born February 12, 1998. On July 15th of 1998, he had his first seizure. It lasted 40 minutes. He has Dravet syndrome, and that's a very rare and often catastrophic type of epilepsy, and it's very medication resistant. I received a closed head injury on the psychotropic medications that they prescribed me, which was 10 different kinds. I couldn't focus. They had me on morphine, oxycodone, Vicodin, Lyrica. They make your psyche. Like I said, I've used the prescription drugs, and the side effects are horrible. I found out the medical marijuana, not only does it help me, but it helps my quality of life. Since I have been consuming medical marijuana, my first tumor has not grown at all. With the marijuana, the pain is probably 95% reduced. I'm a better person for it. You can ask my family. And they gave their dad back to him. They gave their brother back to him. I'm not afraid to say this works for me. And whatever needs to be done in order to prove this fact, this is legitimate. We need to find a way to prove it to others so that we can move forward and help the people out there that, like me in the beginning, are afraid to even try it. Our son takes it orally. One day I was kind of short on medicine. I thought, well, is it really working? And so I didn't give him any. He had 5 seizures that day. It's working. Alors pourquoi est-ce que mon médecin n'en aurait pas entendu parler? Pourquoi est-ce que moi, je n'en ai pas entendu parler? Vous dites-vous. Si le cannabis guérissait vraiment le cancer, pourquoi ça serait illégal? Au fur et à mesure de mes recherches au tréfonds du terrier, j'ai pu réaliser, comme beaucoup avant moi, qu'il s'agissait seulement, en définitive, d'une histoire de politique, et donc de fric. Plus c'est gros et mieux ça passe. Tout simplement. De là à parler de complot, et alors de là à le théoriser. Unless big pharmaceutical companies are behind these things, they may go nowhere. Is that it? Well, actually, Lloyd, I've had 2 other stories where drugs have shown great promise in the preclinical phase, and because they were orphan drugs and no one picked up, nobody could get the patent on it, they've gone nowhere. Drug companies won't be interested in funding studies for a drug that won't make them a profit. This drug has great promise, so why aren't companies and institutions lining up to get behind it? Because the drug isn't patented, if someone invests in researching it, they're not going to make a profit because anyone can make it. It costs, some say, about $100 million to get a new drug through all the phases of testing onto the market. So it will be interesting to see if this old drug actually gets a new chance at becoming an anti-cancer medication. Typically get this eureka kind of feeling, and it's actually the most exciting thing a scientist can get. Je ne vais pas revenir sur les aspects politiques et historiques du cannabis, on les a déjà abordés dans les parties précédentes. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vivement ce documentaire qui est disponible sur YouTube en version originale sous-titrée, à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, et qui approfondit encore bien davantage toutes ces questions. Et voilà donc à présent, et pour finir, quelques authentiques reliques de notre passé canapeutique, autant où pharmacopia rimait avec canacopia, et panacée avec canacée. Voilà pour commencer une bouteille de cannabis sativa homéopathique.
Cette bouteille contenait des pilules à base de cannabis sativa. Celle-ci contenait du sirop contre la toux à base de cannabis. Et celle-là des pilules pour la toux spasmodique, ou l'asthme si vous préférez. Une bouteille d'extrait de cannabis sous forme de poudre. Ici nous avons un composé contre la colique et les ballonnements pour nos amis les chevaux, il n'y a pas de raison, et plus généralement pour le bétail. Celui-ci était pour soigner les corps aux pieds, également à base de cannabis indica. Et celui-là est une boîte de pansement pour les pieds. Des décoctions cannabiques, des teintures, des comprimés, des pilules et des mixtures, médicaments pour l'asthme à nouveau, contre la tuberculose, sirop pour la toux, pour les vétérinaires également, médicaments homéopathiques, pour les corps aux pieds, et une grande variété de crèmes de pédicure. Et voici une bouteille contenant des comprimés contre le bronchospasme, dont l'ingrédient principal était le cannabis indica. Et voilà d'autres comprimés, également à base de cannabis indica. Ici nous avons du sirop pour la toux, toujours à base de cannabis indica. Encore d'autres comprimés à base de cannabis sativa cette fois. Ici nous avons deux bouteilles d'extrait de cannabis, l'un sous forme de poudre et l'autre sous forme de liquide. Encore une boîte de pansement pour les pieds. Ces deux boîtes contiennent quant à elles du cannabis séché. Un autre exemplaire de pilule à base de cannabis. Une autre bouteille de teinture et à base de cannabis sativa cette fois. Etc. etc. Ah oui, au fait, j'avais oublié. Et même aussi des cigarettes à base de cannabis indica pour soulager les crises d'asthme. Ce qui peut, a priori, j'en conviens, sembler quelque peu incongru, voire parfaitement absurde, pour les plus sceptiques d'entre vous. Et je vous apprendrai que le cannabis a des effets bronchodilatateurs, contrairement au tabac qui est quant à lui bronchoconstricteur. Et je vous invite donc vivement à consulter une des nombreuses études scientifiques qui abondent sur le sujet sur internet. Le lien ci-dessous est l'une d'entre elles. Enfin, pour conclure, et en guise d'épilogue, et pour donc finir de vous convaincre sur les bienfaits de cette plante, je vous laisse avec le docteur Michel Ross, neuroscientifique de son état, les USA, qui non seulement approuve l'huile de chanvre de Rick Simpson en tant que médicament, mais la recommande également comme alicament, en ce qu'elle la considère comme une vitamine à part entière. Un médicament préventif, si vous préférez, qui a le potentiel, si utilisé correctement, de potentialiser votre métabolisme et votre cognition. Une relation qu'on pourrait qualifier de psychosymbiotique en quelque sorte. Est-ce tellement absurde de supposer que si cette substance peut pallier à tant de nos déficiences, elle puisse également nous permettre de parvenir à réaliser pleinement notre potentiel physique et psychologique ? I actually take Rick Simpson oil, which is a really, really concentrated form of cannabis. It comes in this tiny little jar, and you actually take it with like a toothpick, and you put it on your tongue. And we're seeing a lot of people, like I know people just in my own circle who are now taking Rick Simpson's oil on a daily basis. They don't necessarily have a medicinal issue, but they're just wanting to do it for prevention reasons. Okay, and I will tell you this, that cannabis, is the key to unlocking preventative medicine. So it helps protect your DNA from being damaged. So it can actually slow down the aging process. Even myself, I've shown, like, I had wrinkles before, they've gone away. And I'm going, okay, my skin looks better. Everything looks better since I've started consuming cannabis on a daily basis. My memory used to be really horrible, and it was definitely shot after all the PTSD and everything. It's gone back, and it's actually working better than it was before. I'm like, oh, wow, look at this, like 32, and my brain's acting better than it did when I was 26, you know? It's just nicer to halt that aging process. And we know now that cannabis can actually help people become more resilient. There are studies showing, if you take cannabis before you have a traumatic event, you're less likely to be scarred by it. So, to me, hey, life is crap. So to be able to know that you have an insurance policy and that you're going to be able to deal with difficult experiences in a more confident and resilient manner is great. We can't tell whether a family member is going to die or whether we're going to be fired from our job. Cannabis is the key to preventing tragedies. Like, we have people shooting people at schools because they can't deal with the problems in their life. If we had a medication that people could take that helps them cope with life's problems in a manner that they don't become sick from it. They don't have stress. Stress kills your body. Stress is responsible for disease. It's responsible for cancer. It's responsible for suicides. Suicides are a big problem. We have a medication here that can make people happier, make people more connected, just enhance people's lives. And everyone can benefit from that. You don't have to have epilepsy to benefit from the power of cannabinoid therapy. I think that everyone should use it. You should learn about it. You shouldn't be afraid. And
I know that there's not a lot of really amazing information, and we're still, in taking baby steps in how to teach the public how to embrace it. But I think that more people should open up their eyes and ask themselves, it's worth a shot. And I think it's basically vitamin weed, I tell people, is basically, the vitamin we're all missing. I mean, if there was a vitamin you could take that would make you happier, that would make you less stressed out, that might even make you a better parent because you can cope with, your cranky, kid in their terrible teenage years or something. If there was something that can make your life better, wouldn't you take it? And I mean, that's how I feel, and I'm dedicating my life to helping other people understand that. Did you know that cannabis cures cancer? Did you know, did you know, did you know, did you know that cannabis cures cancer? Did you know?